Sur la ligne épisode 2, Nicolas Richard, comment ça va? Ça va toi, Alex? Ça va. Déjà épisode 2. Oui. Très content d'avoir vu le premier épisode être publié. D'ailleurs, il est disponible sur la chaîne YouTube de Tennis Canada. Il est également disponible sur SoundCloud. Vous pouvez trouver le lien sur le site de la Coupe Rogers. Très content déjà d'être rendu à l'épisode 2. On a encore tout un beau programme match aujourd'hui. absolument phénoménal aujourd'hui, oui. On va parler de ton tournoi de tennis préféré, l'UTS, Oui. que peut-être tu as réussi à apprécier un petit peu plus. On va parler de l'ancien Big Three, du futur Big Three. On a aussi une entrevue avec Alexandra Wozniak, des nouvelles du US Open, le nouveau système de classement de l'ATP, le nouveau système, en fait, le système adapté à la crise, si on veut. On a un beau plan de match. On passe une coupe. Ben oui, absolument. T'as-tu écouté la finale hier de l'UTS? Ben absolument. Et sans dire que j'ai apprécié, disons que c'était pas si mal. Pourquoi? Parce que, bon, Tsitsipas, Berrettini, deux joueurs de gros calibre, deux jeunes joueurs du top 10. Comme je l'ai expliqué la semaine passée, ce qui me dérange le plus, c'est le format. Mais lorsqu'on fait abstraction de cette contrainte-là, je dois dire que la finale a été très appréciable. Et je pense que toi, tu as vraiment apprécié. Là. Oui, je l'ai apprécié. Et il y a quand même des choses qui me fatiguent dans le format. Mm-hmm. Mais en même temps, c'était le fun d'avoir un enjeu d'un tournoi de tennis live. J'étais content de pouvoir écouter ça. Puis de voir aussi que Berrettini, c'est peut-être pas un feu de paille. Non. Il est solide, le petit Italien. Ouais. Mais ouais, toi, au final, t'as pensé quoi, non seulement du résultat, mais du format du tournoi en général? Mettons qu'on se fait un petit débrief. Hein? C'est sûr que le format, comme on l'a dit la semaine dernière, ce qui nous dérange, c'est les cartes, c'est la manière dont on dénature le jeu. Je veux dire, le chronomètre me dérange toujours, mais demeure quand même que ça a été une énorme qualité de jeu. Puis le tournoi, mine de rien, ça a été toute une finale. Là. Berrettini qui menait par 2 manches, Tsitsipas qui à la mi-temps dit ça prendra un miracle pour que je revienne dans le match. Finalement, on se rend à la mort subite en prolongation, si on veut. Vraiment, on a eu des beaux échanges, un calibre de jeu très relevé pour les conditions qu'on connaît. Et tu l'as dit aussi, Berrettini, j'ai été très impressionné par son jeu parce que, comme toi, l'année passée, on se disait, bon, est-ce que c'est un fait de paille, 24 ans, l'Italien, bon, c'est le genre de joueur qui se faufile dans le top 10, qu'on connaît, on suit la carrière de loin, on voit le monter au classement, on se dit, bon, ben, c'est pas un vilain joueur, mais lorsqu'on regarde sa qualité de jeu et qu'on s'y attarde, tu l'as dit, ce ne sera pas un feu de paille. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ce gars-là va être dans l'élite mondiale longtemps, surtout s'il peut battre des grosses têtes comme Tsitsipas. Ouais, tu sais, moi, je regardais sa fin de saison l'année passée, puis ça avait très bien fait au US Open, demi-finale, perd contre l'éventuel champion Rafael Nadal, fait bien également à Paris quelques semaines plus tard, là, au Masters de Paris, au Masters de Shanghai. Il avait fait une demi-finale aussi, avait battu dans ce tournoi-là Dominic Thiem. Je me disais, bon, mais c'est des résultats intéressants. On verra, mais je pense que cette victoire-là, ou en tout cas de la façon dont il a joué, le classe certainement dans les joueurs à surveiller Berrettini. La seule chose, c'est que moi, je ne considère pas qu'il a gagné ce tournoi-là. Non, mais surtout lorsque tu voyais la manière dont Tsitsipas jouait depuis le début du tournoi, dans ma tête, c'était clair que Tsitsipas revenait. Le Great God allait remporter ce tournoi. Moi, ce que j'allais dire, c'est que Tsitsipas s'est fait voler ce tournoi-là par la carte de 3 points. Ben oui, absolument. Il n'aurait pas dû, tu sais, dans le vrai tennis, si on veut, il aurait gagné ce match-là. Je veux dire, le premier quart, il menait par une bonne marge. Berrettini réussit ses 2 coups gagnants avec la carte de 3 points, il fait 6 points. C'est 2 coups de raquette pour 6 points. Ouais. Puis Tsitsipas menait aussi dans le deuxième quart par quelques points. Et puis Berrettini a réussi sa carte de 3 points. Je pense que s'il ne réussit pas ces cartes-là, les 2 fois, il remporte le quart, puis il n'y a même pas de mort subite. C'est une victoire facile pour Tsitsipas. Ouais. Moi, je pense qu'il s'est fait voler cette finale-là d'une certaine manière. Ouais, d'autant plus, comme tu l'as dit, il jouait super bien depuis le début du match. Et on l'a vu lors des 2 derniers quarts, il était littéralement en mission. Là. Puis le 4e quart, il était à lui seul. Là. Il était seul sur le terrain. Là. Non, exact. Puis, en tout cas, je trouve que c'est un peu
le défaut du tournoi. Le défaut du format du tournoi, c'est que je pense que c'est lui qui a été le meilleur sur le terrain. Il n'a pas remporté le tournoi. Et pas seulement lors de ce match-là, lors des 5 derniers week-ends, Tsitsipas était vraiment dans une classe à part. Là. Il a été premier lors de tous les classements. Donc, comme tu l'as dit, c'est pas le meilleur qui remporte le tournoi. Mais en même temps, moi, j'avoue que au final, j'ai quand même bien aimé le format. Mon bilan de ça, c'est que je suis pas convaincu des cartes. D'ailleurs, tu sais, souvent dans le tournoi, les joueurs n'étaient pas trop sûrs comment utiliser les cartes, même quand le tournoi avançait. Pour le reste, j'aime bien le format télé, j'aime bien la rapidité du jeu, le shot clock, je pense qu'il fait ses preuves. Puis moi, j'aime bien le format avec le temps. C'est vraiment plus les cartes et les applaudissements en canne que moi, j'ai moins aimé. Ben, tu dis les applaudissements en canne, à la longue, je trouve qu'on s'y habituait. Je suis d'accord avec toi. Au cours du match, on dit bon, OK, ça fait partie du match. Puis c'était pas, tu sais, je pense que lorsqu'on fait abstraction du fait qu'ils sont comme préenregistrés, je pense que ça. Je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'il faut absolument le faire, mais c'est le genre de truc qu'on comprend facilement et dont on s'adapte facilement. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, au fur et à mesure de l'écouter à la longue, j'ai un peu oublié ça. Là, j'ai moins focusé là-dessus. Mais il reste que ça ne m'aurait pas dérangé, moi, qu'il n'y ait pas de son. De toute façon, je suis habitué d'écouter. J'en ai couvert des petits tournois de tennis où il n'y avait pas nécessairement beaucoup de public, puis j'appréciais le spectacle total. Et on a parlé de Berrettini, mais simplement revenir sur Tsitsipas. À chaque fois que je vois ce gars-là évoluer, à chaque fois que je vois ce gars-là jouer, ça me fascine à quel point ce garçon va être extraordinaire pour des années à venir encore. Ce gars-là a tellement de potentiel, c'en est fou. Ah, c'est incroyable. C'est certainement un des joueurs, on en reparlera, mais un des joueurs de la nouvelle génération qui va être à suivre. Il est tout jeune, il est grand. Les armes, il les a tous. Là. Hier encore, il a frappé des coups exceptionnels. Là. Non, je suis d'accord avec toi. C'est certainement un des joueurs à surveiller. Tellement sympathique en plus. Ah ouais. Mais il a vraiment toutes les qualités. Là. Tu l'as dit, un bon service, un bon renvers de main qui rappelle étrangement celui de Federer, mais tu l'as dit tellement jeune, il a toutes les qualités, il a le physique pour. Et hier, je regardais ça, puis je me disais, tu sais, est-ce qu'on a un Tsitsipas dans notre propre cours? C'est-à-dire, je regardais, j'ai vu des images de Félix Auger-Aliassime circuler sur les réseaux sociaux hier, puis en même temps, je regardais la finale, tu sais, puis je me disais, qui des deux aura la meilleure carrière? Est-ce que les deux sont comparables? Est-ce que les deux vont s'affronter souvent dans les grands chelems? Puis je me posais la question, puis je pense qu'elle est louable, cette question. Ben ouais, non seulement elle est louable, mais je pense que ils vont certainement faire partie des joueurs qui vont prendre d'assaut dans le tennis dans les années à venir. D'ailleurs, ils se connaissent. Hein, je pense qu'ils ont joué un contre l'autre dans des finales de Grand Chelem chez les juniors. Puis tu sais, c'est deux gars qui se ressemblent en termes de physique. C'est deux gars qui ont pour l'instant 6 pieds 4. Je suis même pas sûr par contre que Félix, à 19 ans, là, a fini de grandir. Là, il va peut-être encore prendre un pouce ou deux, qui sait. Là. Puis tu sais, Félix, c'est tellement un joueur polyvalent, c'est tellement un joueur intelligent sur le terrain. Tsitsipas lui aussi déjà solide. Non, je suis d'accord avec toi. C'est deux gars qui vont qu'on verra très haut dans le classement. D'ailleurs, Tsitsipas est déjà 6e au classement, puis Félix est déjà 20e. Là. Alors, et puis Félix a connu toutes sortes de blessures. Là. Alors, c'est certainement deux joueurs qu'on va voir évoluer au plus haut niveau dans les prochains mois. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est ce qu'on peut donner, du moins pour ma part, un léger avantage à Tsitsipas, c'est qu'on sait qu'il peut gagner des gros matchs et il l'a prouvé. Il peut battre les grosses têtes, il peut remporter des matchs sous pression. Je pense que Félix, il reste encore à prouver ça, mais il y a quand même 2 ans de moins, notre Québécois national, mais demeure quand même que je pense que Tsitsipas nous a prouvé qu'il est en mesure de le faire. Et je pense que c'est là la différence. Tu sais. Ouais, ben, on verra en Grand Chelem qu'est-ce que ça va donner, quant à moi, pour Tsitsipas. Les deux sont encore très jeunes. Dans le cas de Félix, l'échantillon est encore un petit peu petit chez les pros. Il a beau être 20e mondial, mais je pense qu'on n'aura pas une bonne évaluation de ce qu'il va le devenir avant peut-être la fin de la saison actuelle ou
ou la prochaine saison, s'il peut jouer un nombre de matchs qui va être assez constant. Puis, je te dirais même, si on va plus loin, puis on n'avait pas prévu en parler, mais c'est un peu la même chose dans le cas de Bianca, malgré qu'elle a fait des beaux grands résultats, c'est-à-dire remporter la Coupe Rogers, remporter l'US Open. Pour moi, à savoir si elle va se classer parmi les meilleures joueuses de sa génération, ben, l'échantillon est encore bien trop court pour moi, trop petit pour pouvoir juger de ça. Ce sont certainement des résultats excellents et Félix avait certainement un début de saison très intéressant. Mais il reste que l'échantillon est encore petit pour évaluer l'ampleur de la carrière qu'ils vont avoir. Et je pense que le cas Eugénie Bouchard peut bien témoigner de ce que tu dis, dans la mesure où elle a une énorme année en 2014, pas aussi prestigieuse que celle de Bianca, mais demeure que c'était quand même toute une année. Et bon, c'est la suite, ce qui est arrivé avec Eugénie. Donc, c'est vrai que l'échantillon est peut-être petit, mais pour revenir sur Tsitsipas et Félix, j'ai fait l'exercice de comparer les deux au même âge. C'est-à-dire Tsitsipas à l'âge de Félix et Tsitsipas à l'âge de Félix, bon, il a 19 ans, n'avait pas encore de titre sur le circuit de l'ATP. Et si on considère que Félix aura 20 ans le 8 août prochain, donc Tsitsipas c'est le 12 août, donc quand même aussi comique là, que ce soit si près, mais Félix à 20 ans sera au 20e rang mondial, oui, et Tsitsipas est au 15e, donc on se rend compte que leur carrière évolue de manière parallèle et ont beaucoup de points en commun. Donc, tu sais, de dire, oui, bon, Tsitsipas a des grandes victoires, a déjà des titres sur le circuit de l'ATP, mais bon, 2 ans supplémentaires, et lorsqu'on regarde les deux au même âge, c'est très comparable. Oui, c'est très comparable. Puis je pense qu'on va les comparer longtemps aussi. Peut-être même qu'il va se développer une rivalité s'ils peuvent s'affronter souvent assez tard dans les tournois. Puis c'est tellement deux bons jacks, du moins de ce qui. Félix, je le connais personnellement, c'est un des meilleurs gars au monde, un des athlètes les plus gentils que j'ai rencontrés dans ma vie. Puis Tsitsipas, je le connais pas personnellement, mais il me semble un gars bien sympathique. Même hier, en entrevue, comme tu le disais plus tôt, pendant qu'il perdait 2-0, il gardait un peu le sourire, faisait des blagues, puis il a joué le jeu tout le long du tournoi en chantant des chansons dans les entrevues. Pas pour rien qu'il est le Greek God. Ouais, ça, son nom reste. T'as pensé quoi, toi, des noms à l'UTS? Bah, je trouve que c'est risible. Là. Je trouve qu'on infantilise le jeu comme c'est pas possible, mais bon, ça faisait partie du package, comme on dit. Ça fait que, bon, j'étais pas fan en partant du tournoi, donc c'est une fantaisie de plus. Là, mais je trouve l'idée quand même pas si mal. Ça me faisait un peu penser aux lutteurs. Là, tous les lutteurs ont leurs caractéristiques, ont leurs surnoms, ont leur histoire. Mais ça faisait un peu penser à ça, mais bon, c'est pas. J'aime mieux appeler Tsitsipas de son vrai nom que d'un surnom inventé. Là. Mais je te repose la question, là, maintenant que tu as un peu plus de recul, que tu as regardé plus de matchs, si j'ai 2 billets pour l'UTS, tu viens avec moi? Non, je viens pas. Mais le format est pas si mal. C'est parce que, comme je te dis, on s'y adapte, mais en tant que puriste, là, je ne suis pas vraiment dans cette position-là. C'est le format que je n'aime pas. La qualité de jeu demeure la même. Je veux dire, Tsitsipas et Berrettini auraient pu s'affronter sur le terrain de la Valtrie, puis j'aurais aimé ça quand même. Demeure quand même que c'est j'ai comme une espèce de. Je pense qu'il faut prendre un pas de recul puis de regarder de façon générale le tournoi. C'est parce que ce n'est pas du tennis comme on l'a connu. Puis c'est ça qui me dérange. C'est le temps, c'est les cartes jokers. Je me répète, là, mais ce format-là n'est pas, à mon avis, n'est pas viable à long terme parce que je pense que trop de gens vont s'ennuyer de cette partie si noble, si digne, si prestigieuse, puis c'est pas ce qu'on met en valeur, puis c'est ce qu'on aime du tennis, c'est la tradition, c'est l'histoire, et c'est pas ça qu'on retrouve dans le Ultimate Tennis Showdown. Oui, il y a de la bonne qualité de jeu, là, je veux dire, Tsitsipas puis Berrettini, on va les revoir souvent en Grand Chelem, mais c'est le format qui me donne des réticences. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi sur le format en lui-même, puis surtout, je pense que dans un format normal, Tsitsipas a eu le trophée dans les mains. J'ai trouvé intéressant le trophée hier. Oui, pas si mal. À la Zeus. Mais tu penses-tu que, tu sais, je pensais à ça hier, là, penses-tu que, à quel point tu penses ce tournoi-là était rentable? Faudrait voir, je sais pas, là, tu me prends un peu au dépourvu, mais faudrait voir les chiffres de télévision, des droits de télé. Parce que dans la planète tennis, bon, on en a parlé un petit peu, mais à part ça, je sais pas si ça a pogné tant que ça. Faudrait voir les codes d'écoute. Je les ai pas regardés les codes d'écoute, mais je pense que ça a dû rapporter un nombre intéressant, des entrées d'argent assez intéressantes parce que
bon, ici, c'était RDS qui le diffusait, TSN également. En France, ça a certainement été diffusé également. D'après moi, il devait y avoir des droits de télé qui ont été vendus. Surtout qu'il n'y a absolument rien dans le monde du sport présentement, que c'est à peu près le seul événement live, peut-être avec les courses automobiles, qui était du sport professionnel de haut niveau, dans le soccer qui a recommencé. Là. Mais non, je pense qu'au niveau des droits télé, ils sont allés chercher un montant assez intéressant. Faudrait qu'on invite Patrick pour. Justement, penses-tu que, par exemple, en rétrospective, là, je pense à votre, je ne suis pas dans le secret des dieux, là, mais penses-tu que Mouratoglou va regarder ça en rétrospective et dire ouais, ça a vraiment été une bonne affaire. Vraiment, ce qu'on a fait, c'est génial, puis on va le refaire, puis ça a valu la peine. Tu sais? Oui. Tu penses qu'en général, il est content de son coup? Oui. Ben oui, pourquoi pas? Ben pourquoi pas? Parce que c'est le UTS. Oui, mais c'est lui qui a inventé le format, qui avait le format. Alors, s'il n'était pas satisfait, je ne peux pas croire qu'il ne l'aurait pas fait. Puis au final, moi, je suis quand même. J'achète. Oui, il y a des choses qui, pour moi, sont moins intéressantes, mais demain matin, tu me dirais, il y a un circuit parallèle d'UTS, je vais le regarder. Je vais le regarder. Ah ouais? Mais j'aime le dynamisme du format, j'aime la rapidité. Comme je te dis, comme on en parlait la semaine passée, je ne verrais pas Wimbledon gagner avec ces règles-là. Les cartes, je ne suis pas sûr, mais j'aime la vitesse du jeu. J'aime surtout ce qui a été fait pour la télé, c'est-à-dire des entrevues, des micros sur les coachs, qu'on laisse aussi les joueurs parler avec de l'émotion. Je ne veux pas qu'on refasse tout le débat sur la question, mais il reste que pour moi, il y a assez d'éléments que j'achète pour pouvoir me dire parfait, l'année prochaine, s'il y a un UTS, je vais m'installer et je vais le regarder. Et penses-tu que ça a convaincu les joueurs du circuit d'y aller? Tu sais, pour ceux qui n'ont pas été, là, disons que je sais pas, s'il y en a un l'année prochaine là, dans un monde post-pandémique, penses-tu que Nadal pourrait aller faire son tour? Ou Djoko? Penses-tu que des gars comme ça auraient été convaincus par le format, par le tournoi? Je sais pas, moi. Je ne sais pas si l'incitatif financier serait assez intéressant pour peut-être des gars comme Federer ou Nadal ou Djokovic. Mais tu sais, des Zverev, des Félix. Bon, Félix était supposé y aller, mais bon, finalement, on n'a pas été. Mais tu sais, des Denis, des Zverev, des Raonic, je pense que ça les a convaincus d'aller faire leur tour là, je sais pas. Il faudrait leur demander à eux. Ça va dépendre aussi de ce que les joueurs. Tu sais, je sais pas si ça a convaincu l'ensemble des joueurs. Je sais pas. On le demandera. On demandera quand on aura un joueur en entrevue. J'ai hâte de voir aussi si dans l'avenir, il y aura un UTS WTA. Parce que je pense que ce format-là pourrait aussi très bien s'appliquer tant qu'à ça pour le circuit féminin. Et puis, je serais curieux de voir comment les dames joueraient et évolueraient dans ce format-là. Bien, ça, certainement. C'est certainement une question qui se pose. Moi, je pense que pour répondre à ta question précédente, je pense que si j'étais un gros serveur comme Raonic, c'est tellement un format qui t'avantage. Oui, évidemment. C'est un gros service. Et que je pense que si t'es un John Isner, t'es un Milos Raonic, ça vaut la peine d'aller jouer ce genre de tournoi-là pour peut-être aller chercher une bourse supplémentaire, faire un bon résultat, parce que c'est vraiment un format qui avantage. Si tu as une bonne première balle, un gros premier service, c'est tellement avantageux. Là. Si tu prends la carte des 3 points puis tu fais 2 as, 2 coups de raquette, ping-pong, 6 points. Ah, c'est clair. C'est clair. Puis un tournoi comme ça, féminin, comme je te dis, ce serait aussi. Je veux dire, tant qu'à le faire pour les hommes, aussi bien le faire pour les dames, je pense que ce serait tout aussi intéressant, si intéressant soit-il. Ben oui, 100% d'accord avec toi. On parlait de Tsitsipas qui était en finale un des joueurs de l'avenir. Toi, tu penses que le Big Three actuel, c'est-à-dire Federer, Djokovic et Nadal, va encore dominer le tennis pour les années à venir? Ben, moi, je pense que oui. Tu sais, disons, il y a à venir, peut-être pas pour les 10 prochaines années, là, parce que ces joueurs-là sont déjà dans la trentaine bien avancée, mais je pense qu'à moyen terme, à compter de la saison 2021, lorsque Roger Federer reviendra en selle, je pense que le Big Three résistera à la pandémie. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, ce sont des joueurs qui avancent en âge, mais qui prennent un soin jaloux de leur corps et de leurs conditions physiques. Et je pense qu'un repos de la sorte, de plusieurs mois, ça ne peut que les avantager. Parce que ce qui les ralentit au fur et à mesure de leur carrière, c'est les blessures, parce que leur corps est usé. Mais je pense qu'avec ce repos forcé, ils ne peuvent que revenir en santé, énergisés et prêts à marquer l'histoire comme ils le font depuis le début de leur carrière.
Je vois Mais pas. toi, En fait, je comprendrais, puis je pense que tu es ceux-là qui disent que c'est la fin du Big Three parce que la jeunesse pousse et la jeunesse est étincelante. Mais à l'heure actuelle, à court et moyen terme, je pense que le Big Three survivra. mais c'est quoi ton court et moyen terme? Tu veux dire, Ben, tu le vois pour combien d'années? si on aurait la saison 2021, je pense que Federer peut encore nous donner au moins 2-3 bonnes années. Donc, disons 2023, mais je pense, bon, évidemment qu'après ça, je veux dire, Federer ne jouera pas jusqu'à temps qu'il ait 55 ans, puis Nadal, puis Djokovic non plus. Là. Mais je pense que d'ici 2-3 ans, le Big Three sera encore menaçant sur le circuit de l'ATP. Mais menaçant ou dominant? C'est sûr qu'il va être menaçant. Je pense que Federer, Nadal et Djokovic vont avoir chacun des grands chelems encore. Là, j'en suis persuadé. J'en suis convaincu. Je pense qu'ils seront encore dangereux à chaque tournoi auquel ils prendront part. Toi, tu mettrais de l'argent sur le fait que Federer va gagner un autre grand chelem? Oui, absolument. Absolument. Je ferais pas, moi, évidemment, je ne mettrais pas de l'argent sur Roland Garros, par exemple. Mais tu sais, un Federer en santé qui arrive à Wimbledon ou en Australie. Tu sais, Federer, là, lorsqu'il va revenir en 2021, disons, c'est en janvier pour l'Open d'Australie, là. Attention, là. Il y a pratiquement 1 an de repos. Va avoir Federer aussi, là. Ces gars-là, c'est des gagnants, puis ils ont gagné toute leur vie. C'est pas vrai qu'ils vont se laisser abattre, là. Eux sont prêts à tout pour remporter encore des grands titres, puis savourer ces grands titres-là. C'est comme une drogue, là. Lorsqu'on parle à des athlètes, on se dit que gagner, c'est une drogue. Puis Federer ne fait pas exception. Ces gars-là seront encore dominants pour les 2-3 prochaines années à venir. Semble complexe. Mais, tu sais, dans le cas de Djokovic, c'est dur à dire parce qu'il a tellement été dominant encore l'année passée, Nadal aussi. Alors, c'est difficile quand même, ça reste difficile de gager contre eux. Maintenant, moi, je pense que perdre, tu sais, Jean-Pierre, on nous en parlait la semaine passée, mais perdre une année à ces âges-là, c'est peut-être plus long repartir la machine, c'est peut-être plus compliqué repartir la machine, peut-être particulièrement pour Federer. Est-ce qu'ils vont gagner d'autres grands chelems? Peut-être. Maintenant, est-ce que ce top 3-là va gagner 10 des 12 prochains grands chelems? Bien sûr que non. Moi, je pense que non. Et là, la question que ça pose, si ce Big Three-là est moins dominant, c'est il sera remplacé par quel Big Three? Par qui? Qui va prendre la place de ces gars-là? Il y a tellement de jeunes, mais personnellement, je vois évidemment Tsitsipas, on en a parlé, je pense qu'il fait partie de ces 3 meilleurs joueurs-là qui vont régner sur la planète tennis longtemps. Je pense à des gars comme Alex Zverev, qui depuis qu'ils sont sur le circuit, ne cessent de nous impressionner puis de remporter. Puis tous les joueurs le disent. Là. Zverev, c'est peut-être un futur Federer là, dans la manière dont il joue, dont il se comporte sur le terrain. Je vois Zverev dans ce top 3-là, puis après ça, tu te savoir, est-ce que tu mets Thiem? Est-ce que Dominic Thiem pourra rester dans le top 3 comme l'actuellement et de jouer de la manière dont il joue pour le reste de sa carrière? C'est un point d'interrogation là-dessus. Bon, si tu considères que Tsitsipas et Zverev sont des certitudes, puis après ça, c'est de dire, est-ce qu'on y va Chauvin et on met Félix là-dedans? Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, Félix, comme on parlait un peu précédemment, l'échantillon est trop court. Il est trop petit pour que je puisse évaluer. On sait qu'il a le potentiel. Ça, c'est indéniable. Mais, on le sait. Tu sais, Zverev est un peu plus vieux. Là. Zverev a 23 ans. A déjà accompli quand même pas mal. A remporté les Masters 1000 sur le circuit de l'ATP. Pour moi, que Zverev et Tsitsipas, ils sont. C'est une certitude. Ouais, pour moi, ce serait Zverev, Tsitsipas, assurément. De parce qu'ils ont accompli, ils ont déjà prouvé qu'ils avaient leur place. Puis, tu sais, Zverev et Tsitsipas ont déjà leur place dans le top 10 à des très jeunes âges. Moi, personnellement, je ne place pas Félix encore là, puis c'est pas parce que je l'aime pas, c'est pas parce que je veux pas, c'est que si tu me demandes de dire ça va être qui le prochain Big Three à la Federer, à la Nadal puis Djokovic, pour moi, Félix, c'est trop tôt pour évaluer qu'est-ce que c'est la place qu'il va avoir dans l'histoire du tennis. T'sais, à la limite, c'est presque trop tôt pour Zverev et Tsitsipas également, mais si on joue le jeu, puis tu me poses la question, pour moi, le prochain Big Three, ça va être Zverev, Tsitsipas, puis Medvedev. Ah oui, Medvedev. Ouais, tu l'aimes bien, hein, le jeune russe, hein? Ben, as-tu vu la fin de saison qu'il a eue l'année passée? Il a eu une fin de saison. Je ne sais pas qu'il n'a pas sa place, là, absolument.
complètement débile. Puis, d'ailleurs, les Russes vont être surveillés dans les prochaines années pour des compétitions comme la Coupe Davis, comme la Coupe ATP. C'est un peu comme le Canada, là, un petit peu en avance peut-être sur le Canada, sur le développement des joueurs, là, parce que les gars sont plus vieux comme Medvedev puis Achanov, par exemple. Mais ouais, moi, je verrais mon prochain top 3 comme étant Zverev, Tsitsipas, Medvedev. Surtout de la façon dont Medvedev a fini sa saison l'année passée, c'était complètement hallucinant. Et c'est fou à quel point les 3 gars que tu as nommés sont faits dans le même moule. C'est-à-dire des grands serveurs. Des grands serveurs, des joueurs agiles sur le terrain, ils frappent fort. Je pense qu'ils sont tous 6 pieds 4, 6 pieds 5. Là. Est-ce que c'est le nouveau standard tennistique? Ça reste à voir, mais c'est fou à quel point de constater, de voir que les 3 gars que tu as nommés sont pratiquement identiques. Là. Mais regarde, j'ai les stats devant moi. Zverev, 6 pieds 6. Medvedev, 6 pieds 6. Tsitsipas, 6 pieds 4. C'est ça. Ces gars-là ont déjà une longueur d'avance sur beaucoup de gars sur le circuit. Là. Si tu parles en standard, ils sont déjà matures pour leur âge. Là. Ben, Félix 6 pieds 4. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, tu sais, je le souhaite. Puis, tu sais, Félix, il a tout le talent. Il a tout le talent au monde pour jouer parmi les meilleurs. Il est déjà parmi les meilleurs au monde. Puis, tu sais, si tu me poses la question autrement, si tu me demandes est-ce que Félix va être numéro 1 mondial un jour, je pense que je vais te dire oui. Mm-hmm. Ouais, puis Toi, tu le vois aussi numéro 1 mondial. Absolument. Je dis pas qu'il va. Je pense pas que toi non plus tu dises qu'il va rester là pendant 4 ans et qu'il va régner sur la planète tennis, mais je pense que c'est une place qui est accessible. Puis surtout, je pense que plus ça va aller, puis plus ça va devenir compétitif. T'imagines, Tsitsipas, Zverev, Medvedev à leur pic, avec Félix en plus, peut-être un Denis là-dedans que tu peux ajouter. Je veux dire, je pense que ça va faire. Ils vont s'alterner la place de numéro 1. Peut-être. Peut-être on verra aussi qu'un de ces joueurs-là, ou peut-être un joueur qu'on n'a pas vu venir prendre la pole, puis dominer les 10, 12, 13, 15 prochaines années du tennis. Je le souhaite pour Félix. Je ne veux pas lui mettre une pression indue sur les épaules, mais je pense que c'est lui aussi qui peut y arriver. Tu sais. Je pense que c'est un gars qui est extrêmement conscient de son talent et de la capacité qu'il a à augmenter son potentiel. Juste, tu sais, si on se pose la question aussi autrement, est-ce que ce Big Tree-là, disons, qui est composé de Zverev, Tsitsipas et Medvedev, par exemple, pourrait-il dominer autant que le Big Tree actuel? Je pense que non. Puis je pense que ça ne se refera jamais dans l'histoire. Là. Je pense qu'on a vraiment atteint on ne pourra jamais revivre ça dans l'histoire parce que j'ai des stats pour toi, juste le bien-être de nos joueurs et pour tout. Tu sais, depuis 2003, il y a eu 69 tournois majeurs. 56 ont été remportés par un des 3 gars du Big Three. Et à 8 fois, en fait, 8 années, ils ont remporté les 4 tournois majeurs. Donc, est-ce qu'une telle domination pourrait se reproduire? Je pense que non. Même si des gars comme Zverev et Tsitsipas sont extrêmement talentueux, je ne pense pas qu'une telle domination pourrait revoir le jour. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on fait partie d'un moment privilégié de l'histoire du tennis en voyant probablement 3 des 5 ou 10, là, tout dépendant des convictions et des opinions, mais je pense que ces 3 gars-là font partie de l'histoire du tennis, puis c'est indéniable qu'on est dans une période de temps extrêmement privilégiée pour regarder du tennis. Ben, assurément. Je pense que le plus grand joueur de l'histoire appartient à cette génération-là, en tout cas, du moins pour l'instant. On verra dans les 20 prochaines années s'il y a une autre domination aussi grande que ces 3 gars-là qui se développent. Mais je pense que pour moi, le plus grand joueur de l'histoire appartient à cette génération-là. C'est un peu peut-être l'âge d'or du tennis présentement. Mais les années à venir vont être très intéressantes. Ça va être, je pense que même, ça va être d'une certaine manière peut-être encore plus intéressant de voir qui va prendre la relève et comment ça va se traduire sur le terrain en termes de résultats. Et puis tu vois à quel point cette génération-là de joueurs, bon, Nadal, Djokovic, Federer, même on peut mettre Murray là-dedans, a inspiré tellement de gars. Tu regardes aujourd'hui, là, le jeu de certains joueurs est tellement copié sur les Nadal et Federer. C'est fou à quel point ces 3 gars-là ont révolutionné l'histoire du tennis. Là. Ça me fascine à chaque fois. Ben, comme je sais, c'est l'âge d'or. C'est des gars que
c'est des gars qui ont pavé la voie à la génération actuelle, tu sais, puis même, je dirais même quasiment à la génération précédente, parce qu'ils ont dominé pendant presque que 2 générations. Tu sais, pendant un bout, on pensait que peut-être des gars comme Dimitrov allaient prendre d'assaut le tennis, puis finalement, tu sais, je veux rien enlever à Dimitrov, qui est un très bon joueur de sa génération, mais il n'atteindra pas les standards que Djokovic, Nadal et Federer ont imposés sur le circuit de l'ATP. Non, ça va être intéressant de voir les prochaines années. C'est des gars qui ont pavé la voie à ce qu'on connaît. Et parlant de gens qui ont pavé la voie, il y en a une qui de son temps a travaillé fort pour paver la voie aux Félix, aux Bianca qui sont là. On a eu en entrevue Alexandra Wozniak plus tôt cette semaine. On a parlé de ses projets. On vous laisse avec l'entrevue, puis on revient. Alexandra Wozniak, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Merci d'être au podcast sur la ligne avec nous. Écoute, Alex, tu es partout présentement. Tu as beaucoup de nouveaux projets. Puis on t'a invité pour parler de tennis, mais parler de tes nouveaux projets aussi. Veux-tu nous faire part de tout ce qui t'occupe présentement? Oui, je fais, depuis que l'été a commencé, j'ai plusieurs camps, différentes cliniques personnalisées. Aussi, je travaille fort sur mon académie de tennis Alexandra Wozniak qui part cet automne dans la ville de Bedford à Montérégie. Fait que je suis vraiment excitée de travailler fort sur ce projet-là. Donc, je reste pas mal occupée. Puis, c'est vraiment, je partage ma passion avec tout le monde, de tous les niveaux qui vont s'inscrire à l'académie. Et là, à l'écran, on peut voir ton site Internet pour l'Académie, le alexandravozniak.net. D'où t'es venue l'idée de ce projet-là? J'ai eu, pendant comme vers la fin de ma carrière, je voulais redonner comme à mon tour à la communauté. Fait que ça m'avait déjà passé par l'esprit par avant qu'un jour, j'aimerais ouvrir ma propre académie de tennis. Et puis, pendant la dernière année, je pensais plus. J'ai approché différentes villes et tout ça. Puis vraiment, ça l'a déclenché pendant le COVID où j'ai accéléré ce projet-là. Puis, j'ai eu une entente avec la ville pour le partir à Montérégie, à Bedford cet automne. Donc, j'ai vraiment hâte de vraiment partager le plaisir puis ma passion avec tout le monde, mes expertises. C'est pour tous les niveaux, les adultes et les jeunes. Donc, c'est vraiment des camps, des cours privés, semi-privés, des cliniques personnalisées de 1 sur 3 jours. Il y a même l'hébergement, les repas dedans pour ceux qui viennent de l'Europe, les universités américaines et tout. Fait que déjà, ils continuent de se booker leur place pour cet automne. Et Alexandra, dis-moi, tu viens de le dire, tu veux partager ta passion du tennis, mais en tant qu'entraîneuse, quel est le conseil ou ce que tu veux absolument transmettre à tes élèves d'inculquer comme valeur? Ben vraiment, tu sais, moi, j'aurais voulu avoir une joueuse professionnelle qui vient de me parler, partager son vécu et tout ça. Même, tu sais, si ça aurait été quelqu'un qui commence à jouer au tennis puis partager sa passion. Vraiment, j'apprends les valeurs différentes de la discipline, la persévérance, d'avoir un grand rêve et vraiment de comment accès de mettre des efforts et du temps, puis tu vas accomplir tes objectifs et tout ça. Fait que c'est différentes... Vraiment, mon partage, mon vécu sur le circuit professionnel avec tout le monde, des entraînements très spécifiques, techniques, stratégies pour tout le monde. Vraiment, tu t'entraînes comme un pro, comme quand moi je m'entraînais. Là. Fait que c'est vraiment des entraînements pour tous les programmes. Et là, pour que ce soit clair, là, est-ce qu'à l'Académie Alexandra Wozniak, on va avoir la chance d'être entraîné d'une manière ou d'une autre par Alex Wozniak? Oui, exactement. C'est moi qui dirige les entraînements. J'ai toute mon équipe de tennis, aussi des entraîneurs de fitness, nutritionnistes, des physiothérapeutes, entraîneurs sportifs mentaux. J'ai toute une belle équipe. Puis c'est moi qui dirige et c'est moi qui est sur les terrains avec tout le monde aussi. Alex, c'est une longue carrière d'athlète, comme tout le monde le sait. Tu as pris ta retraite en décembre 2018. Et je me demandais, pour une joueuse comme toi qui est maintenant à la retraite, es-tu contente de ne plus être sur le circuit dans le contexte pandémique actuel? Comment tu aurais réagi? Comment tu aurais fait? Ça aurait été quoi ton game plan, autrement dit? En
en tant qu'athlète, mentalement, c'est très difficile une période comme ça. Ça me fait rappeler un peu quand les joueurs sont blessés. Au moins, le médecin te dit dans 2-3 semaines, tu reviens au jeu. Maintenant, c'est comme t'attends. C'est une pandémie mondiale. Il y a beaucoup de changements à travers le monde, la santé. Donc, c'est pas évident niveau mental chez les athlètes d'attendre quand reprendre, t'entraîner à 100%, quand doser, tout ça. Fait que c'est tout. C'est pas un temps facile pour personne. Moi, je vais revenir un petit peu sur ton académie. Là, c'est tout nouveau, tout ça, mais tu la vois où, cette académie-là, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu veux accomplir avec ça? Je veux vraiment aider tout le monde qui va venir s'inscrire, qui commence au tennis, qui débute, les aider à progresser leur jeu, à amener, ils sortent de l'académie, puis leur jeu a progressé, ça a monté d'un autre niveau. Et tant que les adultes, mais les jeunes aussi, s'ils veulent aller professionnels, je peux les aider sur ce cheminement-là. Comme moi, j'aurais voulu cette chance-là qu'un professionnel m'en parle plus du circuit, tout ça, partager ses expertises, son histoire et tout ça. Fait que je vais être là pour tout le monde. On a des programmes pour les débutants, intermédiaires, avancés, haute performance. Fait que c'est vraiment tout ce que tu veux accomplir dans l'académie, on va t'aider à accomplir ces objectifs-là. On parle souvent des niveaux. Vas-y, Alex. Moi, j'ai complété avec ça. Et si on veut s'inscrire à ton académie, c'est sur le site Internet. Est-ce que tu veux expliquer aux gens comment ça fonctionne? Oui, exactement. C'est sur mon site Internet, alexandravozniak.net. Tu as différentes formules professionnelles. Une formule, si tu veux, d'une journée ou sur un week-end. On a l'hébergement, des forfaits hébergement et repas aussi. Si tu veux faire juste du tennis en cours privé ou semi-privé, tu as le droit de t'inscrire aussi, ou des cliniques personnalisées sur 3 jours ou 1 semaine à 2 semaines, c'est pour toi. On a toutes sortes de formules différentes. Donc, tu es la bienvenue de choisir laquelle que tu préfères. Et puis, juste une dernière question sur ton académie. C'est qui les entraîneurs ou les gens qui sont avec toi, que peut-être que tu peux nommer, là, Là, pendant la pandémie, vu qu'on travaille fort, il y a eu un peu de changement. Fait que tous les entraîneurs et tout ça, ça va venir en mois d'août ou va sortir parce qu'on essaie de bien faire les ententes puis les contrats avec chacun d'eux, que ce soit les physiothérapeutes, les entraîneurs de physique et de tennis, puis les nutritionnistes. Fait qu'on va tout sortir ça sur le site web en août. Ça va être là. Je me demandais simplement aussi, toi, évidemment, tu vis le tennis de l'intérieur, puis on parle souvent des athlètes canadiens, la relève, des Félix, Denis, Bianca, mais de ton point de vue à toi, qui est maintenant de l'autre côté, comment tu vois la relève canadienne chez les plus jeunes? Est-ce qu'on a le droit de s'attendre à des belles années? Ah oui, définitivement. Maintenant, ça vient un peu, c'est une turbulence, là, on peut dire, avec cette pandémie-là. Dans mon temps, j'étais la seule Québécoise dans le top 50. Puis maintenant, il y a tellement plus de joueurs et joueurs sur le circuit professionnel. Fait que c'est le fun, c'est encourageant de voir la progression, comment c'est venu de loin le tennis canadien sur la map internationale. Je pense de plus en plus, il y a des jeunes joueuses qui veulent aller professionnels puis se retrouver sur le circuit. Fait que c'est motivant, c'est encourageant de voir toute la belle relève qui s'en vient là, dans les moins de 16 ans, 14 ans et moins au Québec, au Canada. Il ne faut pas oublier, Alexandra était un peu, j'oserais pas dire seule au monde, mais pas loin au moment où elle a commencé parce que c'était, il n'y avait pas de centre national. Alex, elle a pu paver la voie. C'est vraiment la génération qui a pavé la voie à la génération actuelle. Est-ce que tu en retires une certaine fierté de ça, au-delà de tes résultats professionnels, au-delà de ta belle carrière? Est-ce que tu as une fierté d'avoir pavé la voie à la génération qui s'en vient? Parce que si j'ai pu, si quelqu'un me dit, tu as créé une différence, tu as mis vraiment le tennis canadien sur la map internationale, je suis fière. J'ai toujours essayé de représenter mon pays le mieux que je pouvais là, sur la scène internationale. C'est de janvier à novembre que je voyageais quasiment chaque jour avec 1400 joueuses. C'est une grosse compétition. C'était pas facile d'être à l'extérieur de chez toi, toujours à voyager, de ne pas voir tes amis, ta famille. Donc, je pense que je suis vraiment fière d'avoir représenté mon pays de nombreuses années, puis de voir maintenant l'évolution, comment que ça a tellement progressé. C'est venu de très loin. C'est très encourageant. C'est plus populaire maintenant. Puis les gens, comment il y a plus de support financier qui aide justement les jeunes à pouvoir aller se rendre si loin et accomplir leur rêve avec tout cet appui-là que maintenant il y a. Et tu l'as dit à l'époque où tu étais pratiquement la seule Canadienne dans l'élite mondiale. Est-ce que tu pensais, est-ce que tu voyais un changement à l'horizon ou dans ta tête, ça allait être comme ça
pas mal longtemps qu'il y ait une seule ou deux Canadiennes parmi l'élite mondiale? Tellement que j'étais comme dans cette routine-là, puis dans ce moment-là, tu sais, j'y pensais pas. J'attendais justement qu'il y en ait d'autres qui s'accrochent plus. Ça a commencé en 2012 et tout ça, tu sais, avec Eugénie qui rentrait et tout sur la scène. Fait que là, enfin, il y a un peu plus, tu sais, c'est le fun. Il y a plus de Canadiennes que tu peux voir, aller souper avec ou peu importe. Tu te sentais pas juste, je représente le Québec seul sur la map. Tu sais, quand je voyais les filles tchèques ou russes qui se tenaient toujours ensemble, s'entraînaient ensemble sur le circuit, tu sais, je trouvais ça le fun. Là. Tu sais, déjà que c'est un sport assez rough mentalement, puis c'est individuel. Là. C'est le fun. C'est pour ça que j'adorais tellement jouer pour mon pays en Coupe Fed. J'adorais cette atmosphère-là avec mes coéquipières là, partout où on jouait. Ouais. Tu as vécu beaucoup de beaux moments, là, les Jeux olympiques, la Coupe Rogers, tu as même un titre sur le circuit de la WTA, un titre où tu as de mémoire battu Marion Bartoli et Serena Williams. Quand même pas si mal. Oui, quand je regarde, c'est des beaux souvenirs, vraiment. Quand tu es dans le moment, tu n'as pas le temps de savourer, de faire comme « Ah, wow, tout ce que tu as accompli et tout ça ». Tellement que tu es dans un beat de vie très rapide, dans cette routine-là, à t'entraîner 6 à 8 heures par jour. Mais honnêtement, j'ai vécu tellement des beaux moments sur le circuit professionnel. J'ai emporté 13 titres au total, 12 ETF, un WTA. J'étais la première Québécoise à représenter le Canada aux Jeux olympiques en simple. Et la belle, c'est sûr, la Coupe Rogers en 2012, en quart de finale, là, que j'adorais jouer devant les spectateurs puis chez moi, qui me donnait tellement une belle énergie toujours. Mais c'était des beaux moments, vraiment, j'en suis fière. Puis c'est sûr, j'aurais voulu encore mieux faire. Comme on est athlète, on se pousse toujours à fond, on veut se repasser puis accomplir de nouveaux objectifs. Là. C'est sûr, ça manque la compétition. Et sur la ligne, c'est le podcast officiel de la Coupe Rogers. Tu l'as dit en 2012, tout un parcours. Mais qu'est-ce qui fait, à ton avis, que la Coupe Rogers se distingue des autres tournois? Parce que Dieu sait que tu en as fait des tournois. Là. Qu'est-ce qui distingue le tournoi de Montréal? Je pense vraiment que c'est les spectateurs, l'atmosphère qu'ils donnent. Chaque joueur, n'importe où, d'où est-ce que tu es, de quel pays, ils sont toujours bien. Ils s'occupent bien des joueurs, mais ils sont vraiment gentils, sympathiques. Et puis, ils se sentent toujours chaleureusement accueillis à Montréal. Et ils adorent ça revenir toujours, même les hommes, l'ATP, le circuit, ils adorent venir à Montréal et tout ça. Je pense que c'est ça qui nous fait, quand tu es bien accueilli puis tu te sens chez toi, de bien performer, c'est un des plus beaux tournois qu'on peut avoir. Si on te demandait là, de choisir un moment, je sais que c'est pas facile. Le moment de ta carrière, lequel tu choisirais? Un moment, c'est dur à choisir, mais c'est sûr, la Coupe Rogers en 2012, là, parce que de un, c'est le tournoi où mes parents m'amenaient quand j'étais petite fille. Je regardais Monica Seles, mon idole, jouer sur ce terrain-là, puis je rêvais d'être dans le stade un jour à devenir une joueuse professionnelle. Fait que c'est un moment que j'ai pu accomplir, c'est de jouer sur le stade pendant la Coupe Rogers, puis d'accomplir ce rêve-là, puis de me rendre jusqu'à un quart de finale. Donc, c'est vraiment, vraiment un beau souvenir que tu peux faire chez toi en plus, devant ta famille, tes amis, tes partisans qui crient ton nom, qui t'encouragent. C'est vraiment un moment très spécial et unique. Et on voit à l'écran tes faits saillants de ta carrière super impressionnante. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de jeunes tennisman, tenniswoman qui nous écoutent. C'est quoi le secret pour parvenir à atteindre l'élite mondiale comme tu l'as fait? Le conseil que tu donnerais, le conseil ultime? Il y a plusieurs étapes, mais le conseil, c'est si tu as toute ta volonté, tu travailles fort pour y arriver, peu importe dans quel domaine tu vas y accomplir. Si ton rêve va se réaliser, si tu mets l'effort, le temps et tout, tu gardes ton rêve en avant toi, tes objectifs, tu vas accomplir ce rêve-là. Ta vision, il faut qu'il soit toujours en avant de toi et tu fasses des petits pas. Tu te mets des petits objectifs à court terme et à long terme, puis tu y crois de tout ton cœur, tu vas y accomplir. Malgré, des fois, il y a du monde qui ne croiront pas en toi. Tu auras des embûches, des obstacles à passer à travers, mais si tu y crois vraiment et tu travailles pour, là, ça va arriver. Qu'est-ce qui a été le moment déterminant, Alex, quand tu as décidé de dire, bon, j'accroche ma raquette, puis de dire, ben là, c'est terminé, à tout le moins pour le tennis professionnel puis le circuit de la WTA? C'était pas facile de prendre ces décisions-là. Quand j'ai eu une nouvelle blessure très grave à mon genou, c'était une déchirure du tendon. J'ai eu plusieurs de shots de cortisone. Puis éventuellement, le tendon il allait déchirer. J'aurais eu besoin d'une chirurgie dans quelques mois parce que le tennis est tellement rapide, le stop and go sur le terrain, les mouvements.
Puis j'ai eu déjà une grosse chirurgie, 3 vis dans l'épaule droite. Là. Avant, ça a pris quasiment 1 an de physiothérapie. Puis même quand je suis revenue, puis j'avais perdu mon classement à 0, j'ai tranquillement monté le classement 1000, 200 000, etc. Puis j'ai même gagné à Gatineau, Oklahoma. C'était pas facile, tout ça. Mais c'est vraiment, rendu à 31 ans, puis avoir passé pour une autre chirurgie éventuellement, là, ça sera un autre délai et tout. Fait que j'ai dû vraiment dire au revoir à mon beau sport, mais à mon tour maintenant, dans mon nouveau rôle d'entraîneur, d'aider tout le monde à les améliorer, à progresser leur jeu, puis vraiment partager mon vécu puis ma passion avec eux. Là, je reste toujours dans le milieu du sport, puis je veux redonner maintenant à tous. Est-ce que le deuil était long à faire? Disons, les mois qui ont suivi l'annonce de ta retraite, est-ce qu'il y a eu des deuils à faire? Honnêtement, le deuil, c'était comme vraiment de prendre cette décision-là qui était extrêmement difficile, même si j'avais une bonne raison, ce genou-là. D'ailleurs, c'était pour ça que j'avais raté la Coupe Rogers l'année d'avant. C'était très difficile de la prendre, mais on dirait qu'une fois que je l'ai pris, puis je me suis dit que je reste quand même dans le milieu du sport, je veux des nouveaux défis. C'était à me redécouvrir, passer cette année 2019 de transition, essayer qu'est-ce que j'aime, découvrir des nouveaux talents. J'étais directrice du marketing pour une compagnie québécoise dans les vêtements thérapeutiques. En même temps, j'étais consultante de tennis pour une jeune joueuse du Canada. Aussi, je faisais ma certification d'entraîneur auprès de Tennis Canada. Puis, je faisais beaucoup de conférences à travers les écoles entreprises, justement des conférences sur la persévérance, de ne pas lâcher et tout. Fait que ça m'a appris un peu plus d'apprendre sur moi. De me connaître plus, de me découvrir. Puis, vraiment, on dirait que même si je suis restée dans le milieu du sport, ça m'a aidé quand même à ne pas complètement décrocher de mon sport. J'ai toujours cet amour-là pour le tennis. Et là, est-ce que l'avenir pour Alexandra Wozniak, c'est de retourner sur le circuit de la WTA ou de l'ATP, peut-être même, avec un jeune poulain ou avec un joueur? Est-ce que le but, c'est de retourner dans le tennis professionnel? Je serais ouverte à aider un joueur ou une joueuse sur le circuit professionnel. C'est sûr, pas comme à temps plein, comme quand moi, je voyageais de janvier à novembre, mais quelques semaines par année, ça me ferait plaisir de partager mes expériences avec ce joueur-là ou joueuse. Puis aussi, je vais prendre soin de mon académie que je lance cet automne. Alex parlait du futur, mais qu'est-ce qui reste? Bon, tu as eu une carrière, tu as maintenant ton académie. Qu'est-ce qui reste, la petite fille de Blainville, en ce qui a trait à son amour pour le tennis quand elle a commencé à jouer? C'est vraiment de montrer aux personnes que peu importe de quelle famille tu viens, de qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout est possible. Quand tu rêves, le rêve peut se réaliser. Comme moi, mes parents n'ont jamais joué au tennis. J'ai grandi à Blainville. J'ai commencé mes premiers cours de tennis, c'était avec mon père sur les terrains à Blainville. Puis, on ne savait pas. Mes parents ne m'ont jamais dit non, c'est trop cher le tennis. Vraiment, tu veux devenir joueuse de tennis professionnel. J'avais qu'un rêve. Puis maintenant, je veux partager, peu importe qui, qu'est-ce que tu fais, de quel genre de classe de famille que tu peux. Si tu as un rêve, tu peux l'accomplir. Vous avez la preuve que mon parcours, ce que j'ai eu, comparé à maintenant le tennis où il y a plus de support, tout est possible. Mais qu'est-ce qui a changé de l'époque où tu as commencé au tennis moderne 2020? Y a-t-il beaucoup d'évolution dans la game? Oui, c'est beaucoup plus rapide maintenant. Ouais. Le tennis est beaucoup plus populaire. Il y a plus de personnes qui veulent essayer de jouer au tennis. Même les jeunes, les parents veulent plus que les jeunes commencent à jouer ce sport-là. Donc, ça a beaucoup évolué. C'est beaucoup plus populaire, plus de compétition, plus de jeunes et tout. Maintenant, il y a plus de tournois qu'avant. Encore, déjà que c'était un calendrier assez chargé. C'est plus diffusé sur les médias sociaux, à la télé. Donc, je pense que ça encourage les jeunes à vouloir essayer ce sport-là. Eh bien, c'est super intéressant. Peut-être qu'on ira faire un tour, Nico, peut-être pour pratiquer mon service par en dessous. Ben oui, allons-y. Allons-y. Alex, as-tu déjà servi par en dessous une fois dans ta carrière? Ah, une fois, oui, quand mon épaule, là, je l'ai senti là, quand je me suis blessée. Là, oui, une fois, c'est arrivé, là, absolument. Oh, ouais. C'est le service préféré à Nico, là, on en parlait. On en reparlera sur une heure de mais peut-être qu'on pourrait raffiner notre technique. À l'Académie Alexandra Wozniak. Nico, tu l'as vu, Alex, c'est une des filles les plus gentilles dans le domaine dans le sport professionnel. Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer à plusieurs reprises. Je pense qu'elle n'a jamais refusé une entrevue dans toute sa carrière.
Ça te donne une idée? J'essaie de faire mon mieux, toujours donner de mon temps à tout le monde, puis partager. Je suis assez accessible, ouverte, puis je veux vraiment, si je peux donner un coup de pouce à quelqu'un, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Alex. Bonne chance pour ton académie. Bonne chance avec tes petits joueurs de tennis qui vont participer à la relève. Et puis, merci beaucoup pour ton temps et au plaisir. Merci beaucoup. Bon été. Merci. Bye-bye. Tellement gentil, Alex, hein? Absolument, ben oui, une perle, puis c'est une pionnière, tu l'as dit, tu sais, cette fille-là, à un certain moment, elle était seule dans l'élite mondiale, puis voir le chemin qu'elle a parcouru pratiquement seule, c'est impressionnant. Ouais, tu sais, c'est pas toujours évident, tu sais, ça peut être, tu as les grandes vedettes qui voyagent avec toute leur équipe, mais une bonne partie, puis la plus grande partie des joueurs de tennis sont assez souvent seuls au monde. C'est un sport qui est individuel et t'es souvent tout seul. Ça, c'est sûr. C'est aussi une fille qui a mangé son pain noir dans la mesure où elle n'a pas tout le temps fait partie de l'élite mondiale. Puis Dieu sait que le tennis, c'est comme une espèce de dichotomie dont on critique abondamment dans la mesure où l'élite mondiale est grassement payée et le reste du top 100 mondial, bon, c'est difficile de rejoindre les deux bouts. Et c'est une des critiques du potentiel format du US Open. Je ne sais pas si tu as la chance de voir les commentaires d'Alizé Cornet cette semaine par rapport au US Open qui disait c'est une aberration qu'on ne permette pas à certains joueurs de jouer les qualifications parce que bon, dans le plan qui est présenté jusqu'à maintenant, le US Open ne permettra pas les qualifications, donc ce serait seulement des billets pour le tableau principal. Mais pour certains joueurs du circuit, certaines joueuses aussi, qui ne font pas partie de l'élite mondiale, les qualifications, ou du moins une participation à un premier tour d'un tournoi du Grand Chelem, c'est un revenu qui est pas négligeable. Et présentement, le US Open n'a pas étudié, ou du moins n'a pas proposé cette alternative. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui vont continuer de souffrir sur le plan monétaire. Tu sais, t'en as beaucoup des joueurs qui, tu sais, les joueurs de challenger, de petits tournois qui vont chercher des points ATP, puis des bourses dans ces qualifications-là. Tu sais, qu'il y a des fois 1 ou 2 tours de qualification, même, ça peut faire une différence pour eux autres dans leur année financière. Alors, tu sais, je comprends ces joueurs-là de pas être contents parce que dans la situation actuelle, en plus du nombre de tournois qui a été drastiquement réduit, donc pour la plupart des joueurs, des revenus significatifs qui n'existent plus. Je comprends que pour ces joueurs-là, ça pose un sérieux problème. Ce que déplore Cornet aussi, c'est le fait que le US Open a géré la manière un peu à l'américaine, dans le sens où elle a négligé les joueurs au détriment de l'argent, parce que selon elle, et plusieurs joueurs, les qualifications, c'est pas ça qui rend rentable un tournoi, c'est le tableau principal. Donc, on s'est seulement concentré de la part du tournoi new-yorkais sur ce qui apporte de l'argent, c'est-à-dire le tableau principal, au détriment des joueurs peut-être moins bien classés. Et c'est une critique que Cornet a révélée au grand jour, et elle n'est pas la seule à penser ça, parce que mets-toi dans la peau d'une joueuse, d'un joueur qui est, disons, 160 mondial, qui a plus de revenus depuis le mois de mars, qui ne pourra pas faire un tournoi du Grand Chelem, mais je sais que les tournois du Grand Chelem, c'est ce qui rapporte le plus. Je veux dire, je trouve ça, moi aussi, après réflexion et en lisant les commentaires de Cornet notamment, que le US Open est dans cette direction. Et je trouve ça aussi bizarre que ça n'ait pas été soulevé avant ça. Ben, si je suis d'accord avec toi que c'est effectivement, moi non plus, je n'avais pas vu du monde en parler avant récemment, avant cette semaine. Là, je ne te dis pas que c'est pas arrivé. Mais tu sais, la question se pose certainement, puis je les ai, Nico, là, les chiffres sous les yeux. Là, une défaite au premier tour des qualifications au US Open en 2019, okay, donc l'année passée, c'est 11 000 $. Il y a certains tournois qui font que tu peux gagner le tournoi, tu joues toute la semaine, puis tu fais pas ça là, sur certains circuits, sur certains tournois de type Future ou Challenger. Une défaite au deuxième tour, 18 000 $, puis troisième tour, 32 000 $. Ça fait une méchante différence pour des joueurs de ce niveau-là. Là. Ouais, tu n'accèdes même pas au tableau principal, puis c'est 32 000 $. Non, c'est ça. Et au contraire, tu sais, pas l'an passé, la semaine dernière, bon, ça fait pas si longtemps que ça, le podcast, là, mais on parlait des différences entre les tournois majeurs et Wimbledon, peut-être, bon, pour narguer un peu le US Open, mais je pense pas que c'est ça la raison principale, mais a décidé, avec les assureurs du tournoi, de redistribuer de l'argent aux joueurs. Donc, j'ai les stats pour toi, Alex, et pour le bien des auditeurs.
Le tournoi de Wimbledon va distribuer 12,5 millions de dollars à 620 joueurs. Donc, écoute bien les paramètres. Les 256 joueurs qui auraient participé au tirage, donc pour le tableau principal, se verront remettre chacun 31 000 dollars, ce qui n'est pas négligeable. Les 224 joueurs qui auraient participé aux qualifications vont recevoir chacun 15 600 dollars chacun. Les 120 joueurs qui auraient participé en double vont recevoir 7 800 dollars chacun. Et les 16 joueurs qui auraient participé aux épreuves de fauteuil roulant vont recevoir chacun 7 500 dollars. Fait que, tu sais, 31 000 dollars là, pour les joueurs qui sont, disons, en milieu de peloton ou même un 15 600 dollars pour n'avoir rien fait là, simplement parce que les assureurs de Wimbledon ont été, faut dire le généreux. Tu sais, un 15 600 dollars sans rien avoir fait pour un joueur de tennis qui est dans le top 100, top 200, c'est phénoménal. Là. C'est tellement la bienvenue. Là. Ben, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, d'une certaine manière, on a été chanceux à Wimbledon parce qu'ils avaient prévu le coup. Les méchants bons assureurs. Ben, ils étaient assurés. Je veux dire, ils devaient payer. Ils devaient payer un bon montant pour être assurés en cas de pandémie mondiale. Là. Je veux dire, d'une certaine manière, ils ont été visionnaires. Puis bravo à Wimbledon qui décide de redonner aux joueurs qui, je veux dire, malgré tout le prestige, le tournoi n'existe pas s'il n'y a pas de joueurs. T'sais. Ben absolument. Puis on n'aurait pas en parlé aussi à Wozniak tout à l'heure, Alexandra. On aurait pu demander, quand tu es, mettons, 150e au monde, là, à quel point 15 600 $, ça peut faire une différence dans une année. Les hôtels, c'est des massothérapeutes, c'est tellement... c'est incroyable ce que Wimbledon fait, puis je dois leur lever le chapeau. Là. Ça fait tout la différence du monde. Des montants comme ça pour la plupart des joueurs, pour Federer, pour Nadal, ça ne change rien. Là. Je veux dire, de toute façon, pour ces joueurs-là, l'essentiel des revenus ne vient pas des résultats de tennis, vient des commanditaires extérieurs. Sur 50 millions, Federer, il en fait le 3/4 en commandite. Là, ah oui, ben absolument. Et tout ça, ça remet en perspective comment je dirais ça? Parce qu'en début de pandémie, il y a des joueurs qui s'étaient mis ensemble, dont Nadal et Federer, pour essayer de redistribuer cet argent-là, qui est souvent remporté par les 10, 15 meilleurs joueurs au monde. Et finalement, le plan a avorté, mais à quel point tout ça vient probablement de sauver non seulement la saison, mais la carrière de plusieurs joueurs et joueuses. Parce que je suis convaincu là, qu'il y a des joueurs et des joueuses qui ne sont pas dans l'élite mondiale qui ont pensé, est-ce que je prends ma retraite cette année? Est-ce que le déficit va faire trop mal? Puis peut-être que ce coussin-là va propulser une carrière. On ne sait jamais. Puis je pense que Wimbledon, c'est à quoi ils pensaient en faisant cette proposition-là. Ça peut faire une différence, ça c'est certain. As-tu vu le nouveau format l'ajustement de classement? Oui, c'est pas qu'on s'en parle parce que, en fait, c'est pas tant compliqué, mais c'est de voir à quel point l'ATP, parce que c'est eux qui ont sorti le communiqué, voit vraiment loin dans l'avenir. Puis en tout cas, je pense qu'ils ont bien fait les choses, là, parce qu'autrement dit, le classement ne sera pas comptabilisé sur l'année, mais bien sur les 22 prochains mois. Donc, c'est bon tant pour les joueurs qui décideront de ne pas évoluer d'ici la fin de la saison ou d'ici la fin de la pandémie. Et c'est aussi bon pour les joueurs et les joueurs qui vont décider de jouer et de connaître des bons moments, mais ils vont quand même être récompensés sur le plan du classement. Tu sais. Ben, c'est parce qu'en gelant les points accumulés l'an dernier, ça permet, c'est ça, un joueur qui n'a pas réussi ou qui n'a pas pu défendre ses points, à Wimbledon, par exemple, si tu atteins la demi-finale, tu avais beaucoup de points, c'est dommage de les perdre, alors que tu n'as même pas eu l'occasion de les défendre. T'sais. C'est pour ça qu'ils disaient qu'ils vont prendre en fait les 18 meilleurs résultats pour refaire un classement, donc des résultats entre mars 2019 et décembre 2020. Donc, c'est ce qui sera pris en compte là, pour le nouveau classement. Pour moi, ça tombe sur le sens parce que c'est une façon qui est, quant à moi, logique de protéger le classement des joueurs. Puis de toute façon, il n'y en a pas eu de tournoi. Fait que pourquoi pas compenser d'une certaine manière au lieu de faire tomber tous les points. Au final, ça ne change pas grand-chose sur le classement. Non, puis sans pénaliser certains joueurs, ça en avantage beaucoup. Ça fait que je pense qu'on trouve un bon compromis. Mais
ce que j'ai pas regardé, par contre, c'est l'ATP qui a fait le communiqué, mais est-ce que la WTA se joint aussi à ce mouvement-là? J'ai pas vu pour l'instant que la WTA avait... Ça irait tellement pas que ça ferait la même chose pour la WTA, surtout lorsque tu regardes, si on est chauvin et qu'on regarde Bianca, à quel point elle pourrait perdre des points si jamais la saison est annulée, tu sais. De toute façon, il est temps que ces deux organisations-là se fusionnent. Ah ben oui. C'est Federer et Billie Jean King qui en ont parlé ce printemps. Ces deux associations-là ne devraient faire qu'un. Ça n'a aucun sens. Ils ont tellement tout à gagner, je pense. En tout cas, on n'est pas dans le secret des dieux, là, puis il faudrait peut-être inviter un spécialiste pour en parler, mais je pense qu'il y aurait tout intérêt à fusionner ensemble et puis, comment dire, normaliser d'une certaine manière. Pardon? Il n'y a aucun avantage à ce qu'ils soient séparés. Moi, j'en vois pas personnellement. Là, ils ont le même sport, ils ont les mêmes, ils ont les mêmes demandes. C'est pratiquement les mêmes tournois aussi. C'est la même manière de jouer, le même système de classement. Je veux dire, ça devrait converger ensemble. Puis ça fait longtemps que ça devrait être fait. Uniformiser aussi les types de tournois sur la WTA. T'as les Premier Mandatory, t'as les Premier, t'as les Internationales, t'as les WTA 125 000. C'est du côté de l'ATP, t'as Masters 1000. Après ça, t'as les ATP 500, 250. Ils pourraient uniformiser tout ça pour que ce soit à peu près la même chose puis le même type, parce que c'est pas le même nombre de points, c'est pas le même type de classement chez les femmes exactement là, pour les types de tournois que chez les hommes. Alors il y aurait tout intérêt, je pense, à uniformiser tout ça puis mettre la même chose de chaque côté. Ouais. Puis c'est pas non plus de dire, on n'est pas encore rendu au fait, on dit pas que les hommes et les dames devraient jouer contre, là, c'est pas ça, c'est juste sur le plan administratif, ce serait juste plus simple de mettre tout ça en commun. Puis si des grandes têtes du tennis comme Federer et Billie Jean King le pensent, suffit que d'autres joueurs se joignent au mouvement et je pense que ça peut être fait. Là. Je pense que la plupart du monde dans le monde du tennis y pense. Je pense aussi. Me permets-tu, avant de, je ne sais pas si tu allais conclure ou quoi, mais me permets-tu juste de faire une petite correction? J'ai des amis qui sont fans de Andy Murray qui vont me dire « Hey, vous n'avez pas parlé de Big Four. » C'est ça. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. C'est juste ça. C'est ça que tu voulais dire. Mais pendant un bout... veux-tu nommer ton ami fan de tennis? Pour garder mon amitié sincère, je vais garder l'anonymat de mes potes Andy Murray. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, il fallait vraiment parler de Big Four. Je pense qu'après les Jeux olympiques de 2012, quand Andy Murray a vraiment pris sa place comme au sommet du tennis mondial, c'est-à-dire quand il a remporté les Olympiques, après ça, il est allé remporter l'US Open, a remporté aussi Wimbledon. C'est certainement un des grands joueurs de sa génération. Maintenant, le débat qui serait peut-être intéressant à faire, c'est est-ce qu'il est le 4e plus grand joueur de sa génération? Et ça pourrait être une question pour les semaines à venir, parce que, quant à moi, il y a des noms, est-ce que Wawrinka est le 4e plus grand joueur de cette génération? Puis moi, je te lancerai un autre nom aussi comme ça. Est-ce que Juan Martín del Potro est le 4e plus grand joueur? Je voulais dire aussi, il y a des gars comme Nishikori aussi qui ont atteint l'élite mondiale. Ça fait que... Ouais, pour moi, Nishikori, il n'est pas nécessairement dans le débat, mais del Potro, il est peut-être à cause de ses blessures. Oui, ben j'allais dire, regarde les chiffres de Nishikori, mais regarde, on peut étudier le dossier, puis la semaine prochaine, revenir avec ça. On s'en reparlera dans la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. Qui est le 4e plus grand joueur de sa génération? Andy Murray est certainement là-dedans. La question se pose. La semaine prochaine aussi, on aura possiblement en invité les gars du podcast Matchpoint Canada, du podcast anglophone, notre pendant anglophone, qui ont accepté de venir faire un tour avec nous. Peut-être que nous aussi, on ira faire un tour sur leur podcast Jaser de tennis avec eux. Ça va être bien intéressant. On a encore fait une belle heure, Nico. Oui. Merci pour cette semaine. Puis on s'en parle la semaine prochaine, mon gars. Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde.